Christophe a créé en 2016 un plateau de biologie moléculaire environnementale pour la détection des virus dans les eaux et les aliments. Pour en revenir un peu sur la difficulté d'aller chercher des particules virales, rappelons, ce ne sont pas des cellules, les virus, mais des particules virales dans un environnement, et c'est tout un labeur. Alors cet outil fut particulièrement réactif durant la pandémie Covid, c'est ce que vous allez, Christophe, nous montrer, puisque vous êtes un des fondateurs en 2020 du réseau Aubépine, dont voici l'intitulé exact, et je ne voudrais pas déflorer le sujet, et je vous cède la parole. Alors si vous me le permettez, je vais me mettre à l'avant de la salle, c'est peut-être par habitude de l'enseignement, et ça me permettra de vous montrer mieux avec le pointeur un certain nombre de choses. Si j'arrive à l'utiliser, oui, ça fonctionne. En tout cas, merci de me donner l'occasion de discuter avec vous d'une nouvelle thématique qui est à la frontière entre la santé publique, l'environnement, la métrologie. C'est donc l'épidémiologie des eaux usées qui a connu un essor assez incroyable ces 4 dernières années. Les différentes crises sanitaires qu'on a connues, inutile de discuter de la dernière en date, mais on a l'impression qu'elles se succèdent à un rythme de plus en plus soutenu. Les virus tiennent une part importante de ces crises sanitaires. Et donc, on a donc fondé un observatoire épidémiologique dans les eaux usées en France. Et je ne suis pas évidemment le seul à avoir fondé cet observatoire. Je souhaite quand même associer évidemment mes collègues, et notamment Vincent Maréchal, qui est le directeur du GIS Aubépine et qui est le coordinateur du programme qui va suivre. Donc, je vais vous parler en trois parties. D'abord, la situation dans laquelle on était avant la pandémie. Ensuite, de l'état d'urgence durant la pandémie qu'on a subi et ce qu'on a dû mettre en place dans un temps assez limité pour répondre à un certain nombre de questionnements. Et pour finir, où on souhaite aller dans les prochaines années. Alors, avant la pandémie, donc si on part du début, et je sais que Henri Michel, qui a fait une présentation ici devant cet auditoire, a parlé évidemment de John Snow, qui est a priori le père de l'épidémiologie, puisque c'est lui qui a démontré que le choléra pouvait se transmettre par l'eau. Et il a fait le lien entre les personnes qui consommaient l'eau à Londres et les cas de choléra qui étaient observés. On pourrait citer Victor Hugo aussi, qui soulignait que les égouts, c'est la connaissance de l'ensemble de la ville, et que dans ce milieu, il y a certes des ténèbres, mais tout y converge et s'y confronte. Et évidemment, John Paul, qui fut le premier à trouver un virus dans les eaux usées. C'était le poliovirus qui faisait beaucoup de dégâts, évidemment, à l'époque, et qui a donc créé cette nouvelle discipline de l'étude de la transmission des virus par le milieu hydrique. Et Nancy a été en très bonne place, évidemment. Ça a été l'œuvre du professeur Schwarzbrot au laboratoire de virologie d'abord, d'étudier cette transmission, comment une particule virale se retrouve dans les eaux usées, passe la barrière du traitement des eaux, comment elle se comporte, comment elle peut se retrouver dans des aliments, dans l'eau potable, dans des fruits de mer, comment on est capable de les inactiver. Ce laboratoire, bien sûr, a évolué au cours du temps, et aujourd'hui, c'est le LCPME, et on fait toujours de la virologie environnementale dans l'équipe de microbiologie environnementale. Alors, on étudiait donc un certain nombre de virus. Ces virus étaient tous à transmission orale, donc ces virus qui pénètrent par voie orale, se répliquent au niveau des intestins, se retrouvent donc dans les selles humaines et donc sont transmises par ce cycle du milieu hydrique.
Ces virus classiquement étudiés, c'est donc des toutes petites particules avec un ARN généralement de 7500 bases, des protéines autour qui protègent cet ARN. C'est ce que nous, on appelle dans notre jargon des virus nus, par opposition à ceux qui seront enveloppés tout à l'heure. Ces virus provoquent des gastroentérites, des hépatites et un certain nombre d'autres pathologies pour les entérovirus, dont fait partie d'ailleurs le poliovirus. On y reviendra tout à l'heure. Donc ces virus, évidemment, sont excrétés uniquement lorsque la personne est infectée par ce virus. Je pourrais signaler aussi un certain nombre d'autres virus qui sont présents en très grande quantité dans nos selles sans qu'ils provoquent aucune pathologie. C'est ce qu'on appelle des bactériophages, des virus qui infectent des bactéries. Comme nous avons de grandes quantités de bactéries dans le tractus intestinal, on retrouve ces phages en très grande quantité dans les selles, mais de manière tout à fait normale, sans aucune pathologie associée. Alors ces virus, on peut les retrouver, comme le disait Madame Finance tout à l'heure, soit en détectant des morceaux de génome ciblés, soit en les mettant en culture, mais ces méthodes sont beaucoup plus lourdes à mettre en place, des cultures de cellules, soit humaines, soit de reins de singe ou autres. Et pour les phages, ça va un petit peu plus vite parce qu'on peut utiliser des bactéries. Alors, pendant toute cette période, les virus ont été étudiés et l'OMS a mis en place un plan d'éradication de la poliomyélite. Plan d'éradication de la poliomyélite, qui faisait donc partie des virus qui étaient étudiés à transmission féco-orale. Et c'est ce plan d'éradication, bien sûr, impliquait l'utilisation des vaccins injectables, mis au point par John Salk en 1954, et des vaccins aussi qui pouvaient ensuite être pris par voie orale, mis au point par Albert Sabin. La différence entre les deux, c'est que ce vaccin oral est constitué de vrais virus qui se répliquent au niveau des intestins et provoquent donc une meilleure immunité. Et donc ces vaccins injectables ont été utilisés en France. En 62, on est passé au vaccin oral. En 92, on a arrêté le vaccin oral. On est repassé à l'injectable. Et ce vaccin oral a été utilisé à très grande échelle au niveau mondial. Et on peut dire que c'est un vrai succès puisque des millions de cas de poliomyélite ont été évités grâce à l'utilisation de ce vaccin. Ils avaient ici la chute drastique des nombres de cas de poliomyélite. Alors, en Europe, la poliomyélite a été éradiquée en 2002. Éradication mondiale des souches sauvages de type 2, de type 3, puisqu'il y a 3 poliovirus différents. Type 1 sauvage, 33 cas en 2018, et dans seulement 2 pays en 2023. Ce qui veut dire qu'on est réellement tout proche de l'éradication si on regarde par cette vision-là. Mais comme l'utilisation du vaccin oral est utilisée de manière très importante, on voit apparaître des circulations de poliomyélite dérivées du vaccin qui viennent de cette vaccination orale et de la réplication de virus et qui se transmettent de personne à personne et qui, in fine, provoquent à nouveau des poliomyélites qui sont donc des souches dérivées du vaccin. Alors, il y a un certain nombre de flambées épidémiques sur ces souches qui sont des souches dérivées du type 2, ce qui fait qu'on a éliminé cette souche du vaccin en 2016. Et en 2020, il y avait à peu près 1000 cas de poliovirus dérivés du vaccin dans 27 pays. Alors, dans ce contexte d'éradication de virus et de vérification que le pays est bien en voie d'éradication, le meilleur moyen de le prouver, c'est d'aller analyser les eaux usées. Et donc ça, très rapidement, on s'en est rendu compte. Et lorsque on voulait démontrer une éradication, il fallait démontrer que le virus était absent dans les eaux usées. Ceci était d'autant plus souhaitable que lorsqu'on éradique une pathologie, les cliniciens sont de moins en moins enclins à reconnaître la pathologie. Et donc, c'est un moyen extrêmement utile. Et donc, par ce moyen-là, en 2020, il y avait 400 échantillons environnementaux positifs pour le poliovirus dérivé du vaccin. Et dans 27 pays, comme je le disais tout à l'heure. Alors, nous voilà donc
En période pré-pandémique arrive donc la Covid-19. Donc à ce moment-là, donc, nous avions ces connaissances. Et évidemment, donc, le Covid-19 n'a sans doute rien à voir avec le poliovirus qui se transmet par voie féco-orale, puisqu'il s'agit là d'un virus respiratoire, comme tout le monde le sait ici, avec traditionnellement des cas cliniques et des cas d'infection asymptomatiques. Bien, jusqu'à là, rien de spécial pour les virologues de l'environnement, mais très rapidement, on s'est aperçu que ce virus était présent, malgré tout, dans les selles humaines. Et à partir de là, évidemment, l'idée a germé assez rapidement d'aller chercher ce virus dans les eaux usées. Et ça, c'est un collègue des Pays-Bas qui, pour la première fois, a détecté ce virus de manière qualitative dans les eaux usées. Et donc, l'idée, très rapidement, est venue de se dire, bah, tiens, si le virus est présent dans ces eaux usées, bah, si on arrivait à le quantifier et qu'on arrive à le mesurer au cours du temps et à évaluer sa dynamique, on pourrait éventuellement le relier à un nombre de cas. Et de ce fait, de suivre l'épidémie dans la population, simplement en mesurant l'eau usée. Alors, cette idée a germé dans plusieurs endroits. Il y a des équipes à Paris qui voulaient suivre Paris et qui a déposé un projet en ce sens. À Clermont-Ferrand, de la même manière, une équipe voulait suivre Clermont-Ferrand et nous-mêmes, nous avions monté avec un industriel de l'eau un programme pour suivre les 10 plus grandes villes françaises et mettre en place cette épidémiologie des eaux usées. Alors je cite ça parce que c'est assez exemplaire dans la manière de faire et je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant parce que ces projets ont été déposés à des guichets assez différents. Le comité CARE qui avait été mis en place par le président de la République et la direction générale de l'armement, pour ce qui nous concerne. Ces différents projets ont été lus et évalués. Et finalement, le ministère de la Recherche nous a dit, bon, ces 3 projets sont très intéressants, mais si vous voulez qu'ils soient financés, il va falloir en faire qu'un. Et donc, nous avons travaillé en ce sens, et c'est comme ça que le réseau PIPIN est né et a été financé. Alors, ça permet de mettre en lien des chercheurs qui sont de différentes origines. Alors, nous avons dans ce réseau-là des mathématiciens, des virologues médicaux, des vétérinaires, des virologues de l'environnement, et ce qui permet d'avoir des visions extrêmement complètes des choses. Alors, la feuille de route qu'on s'est donnée, eh bien d'abord, c'était de se confronter à cette nouvelle cible. Alors, qu'est-ce qu'elle avait de différent par rapport à nos virus classiques ? Eh bien, déjà, ça semble rien comme ça, mais c'est des virus enveloppés. Alors, ces virus enveloppés, finalement, on s'en désintéressait un petit peu, à vrai dire, parce que cette enveloppe confère une certaine fragilité au virus. Et donc, c'est des virus qui ont beaucoup de problèmes à se disséminer dans l'environnement et à résister. Et donc, ça a été une nouvelle cible. Alors, ce virus, vous le savez peut-être, a donc une enveloppe et a surtout un génome de ARN qui est beaucoup plus long, qui est de 30 000 bases. Bon, voilà. Et donc, la feuille de route qu'on s'est donnée et qui nous a été aussi demandée, c'est d'abord de fournir tous les outils nécessaires. De quoi avait-on besoin ? On avait besoin de méthodes pour quantifier le virus dans les eaux usées, ce qui n'est pas une mince affaire, de savoir où aller chercher les eaux, de manière à ce que ça ait un sens, et de faire tous les modèles mathématiques qui vont bien pour essayer d'en tirer l'information la plus importante, voire de prédire ce qui allait se passer. Ceci étant fait, de montrer que en fait, ça avait un intérêt aussi d'aller rechercher ce virus. Et in fine, si tout ça fonctionnait, c'est de transmettre ces outils aux agences nationales qui pouvaient alors s'en servir. Alors, si je repasse par ces différentes étapes, alors, dans l'eau usée, on retrouvait, pendant la pandémie, de 0 à 1 million de copies de génome par litre d'eau usée. De ce fait, la première chose qu'il a fallu adapter, c'est d'abord, lorsqu'on a beaucoup de copies de génome dans l'eau usée, c'est pas la peine de concentrer. Par contre, lorsqu'il y en a un peu moins, il faut aller chercher le virus dans des volumes de plus en plus grands et d'avoir les outils adaptés pour le faire. Donc, sans rentrer dans le détail, on peut concentrer ces virus et ensuite extraire le génome et faire une PCR comme ça a été fait sur tous les prélèvements
que vous avez subies durant la pandémie. Alors, lorsqu'on regarde, vous voyez ici une courbe qui représente donc la quantité de génome à cet endroit-là et le nombre de cas. Et donc les bâtons ici représentent le nombre de cas qui ont été mesurés au CHRU de Nancy. Et vous avez ici donc en triangle clair et carré, là, la mesure directe dans l'eau usée, en copie de génome. Donc on voit bien que lorsque le nombre de cas diminue ici, eh bien très vite, on mesure plus rien directement. Par contre, si on concentre, vous voyez qu'on peut montrer et suivre la diminution du génome dans l'eau usée. Alors ça, ici en haut, c'est simplement la mesure des bactériophages que je mentionnais tout à l'heure. C'est des virus qu'on extraite de manière tout à fait normale, donc ces virus sont tout à fait stables, alors que ceux-là, évidemment, diminuent en fonction du nombre de personnes infectées dans la population. Bon, voilà, donc les outils en place. Alors, mesurer la quantité de génome, alors c'est une fois qu'on a cette quantité, tout n'est pas réglé. En fait, la quantité de virus dans l'eau, c'est ce qu'apporte l'homme à cette eau usée. Certes, ensuite, une fois que l'eau arrive à la station, donc il se passe un certain temps, encore faut-il que la mesure du génome soit stable entre le départ et l'entrée de la station d'épuration. Donc on a vérifié ça. Ensuite, il y a le phénomène de dilution, puisque beaucoup de stations d'épuration, vous récupérez l'eau de pluie, les eaux de différentes origines, et donc il faut régler la concentration par rapport aux autres eaux qui sont polluantes, et donc ça peut être réglé par le débit. Et enfin, il y a d'autres sources qui sont des sources d'incertitude, et donc il faut normaliser pour être sûr vraiment qu'on rapporte la quantité de génome à une pollution humaine, et donc on peut normaliser par de l'azote, par exemple, qui est apporté notamment dans l'urine, par d'autres virus qui sont excrétés par les hommes, et donc, in fine, enfin, on arrive à quelque chose qui peut être représentatif et surtout comparé d'une station à l'autre. Et c'est ce qu'on recherchait. Alors ensuite, une fois qu'on a su faire ça, la question était, où allons-nous prélever ? Donc, il est possible de prélever dans une des 22 704 stations au niveau français. Donc, il fallait faire une sélection. Donc, on a fait une sélection parmi toutes ces stations. Il y a une quarantaine de critères qui ont été retenus. Évidemment, un des critères, c'est la population. Les grandes villes, bien sûr, étaient directement intégrées. Mais ces critères, on a intégré d'autres critères. La présence d'un aéroport. Pourquoi l'aéroport ? Parce que c'est des entrées sur le territoire. La présence d'universités, parce que le mouvement des jeunes est important, etc., etc. Une quarantaine de critères ont été définis, ce qui nous a donné 200 stations. 200 stations. Donc en faisant 200 prélèvements, on avait une idée de ce qui se passait dans 40% de la population française. Ce qui peut paraître finalement beaucoup de travail, 200 stations, mais s'il fallait tester chaque individu pour 40% de la population, c'est tout à fait une autre dimension. Ensuite, je vais passer assez vite, combien de fois fallait-il prélever ? Donc nos mathématiciens ont fait des simulations, et si on prélève 2 fois par jour, comme vous le voyez là, on a une image qui n'est pas trop mauvaise sur ce qui se passe réellement dans la station au cours de la semaine. Donc c'est ce qui a été fait. Bon, voilà. Voilà qui est fait. Donc nos mathématiciens ensuite sont partis de nos résultats, ont modélisé ça en corrigeant par le débit, en corrigeant par l'azote, en corrigeant par la conductivité un certain nombre de paramètres, et ensuite ont modélisé le comportement des virus au sein des stations d'épuration. Alors ça a un vrai avantage. Alors déjà, il y a 2 manières de voir les choses, parce que nous sommes microbiologistes. Donc on mesure des choses, on mesure du vivant dans de l'eau usée. Donc vous imaginez, avec une variabilité extrême, alors que les mathématiciens aiment bien des choses un petit peu moins variables pour modéliser. Donc ils ont modélisé ça par différents modèles, et l'avantage est donc de pouvoir déceler lorsque votre mesure est incohérente, ce qui arrive plus souvent qu'on ne croit lorsqu'on fait de la biologie,
Et surtout aussi, lorsque les mesures sont en dessous du seuil de détection, le modèle permet d'évaluer la quantité qu'on aurait pu avoir si on avait pu mesurer. Donc, ces modèles ont été définis et, in fine, le modèle est capable de prédire à un certain pourcentage la mesure suivante, ce qui est quand même extrêmement intéressant. Alors voilà l'image qu'on peut avoir de ce qui s'est passé à Nancy durant la pandémie. Qu'est-ce qu'on peut dire ? En grisé ou en couleur, vous voyez ici, c'est les confinements. Nous avons été confinés lorsque la zone est grise. Donc ici, au début, vous avez le premier confinement. Donc le premier confinement, a fonctionné, comme vous le voyez, puisque nous avons tous été confinés. La concentration en virus dans les eaux usées a très largement diminué. Puis après, évidemment, le virus est réapparu, on a été reconfinés, d'autres mesures ont été prises, il a diminué, et ensuite nous avons subi différentes vagues d'infection par ce virus. Je me suis arrêté à novembre, on est à la 12e vague, en novembre 2023. Alors cette image donne une image de la circulation du virus dans la population nancéenne. Et ça, vous pouvez le voir sur la courbe du bas, qui cette fois-ci, elle, donne l'incidence dans la population. C'est-à-dire le nombre de personnes infectées mesurées par les tests individuels. Donc, si vous regardez ici, les pics correspondent relativement bien à la montée et à la descente des virus dans les eaux usées, ce qui est tout à fait intéressant. Ensuite, cette image aussi vous donne une image qui est partiellement fausse. Enfin, pourquoi ? Parce que les choses changent dans cette pandémie. Qu'est-ce qui change notamment ? Les variants. Vous avez tous entendu parler des variants. Le virus a changé dans cette période-là. C'est la première chose qui a changé. Qu'est-ce qui a encore changé ? La vaccination. Nous avons été vaccinés. Donc tout ça, c'est pas vraiment pris en compte. Là, vous avez simplement, on a marqué Delta to Omicron. Donc c'est la période où on a changé entre le variant Delta pour le variant Omicron qui circule encore, des sous-variants de Omicron circulent encore aujourd'hui. Alors, donc, si je regarde cette relation entre la concentration de virus dans les eaux usées et cette variation dans la population, on a quelque chose qui est relativement corrélé. C'est-à-dire, ici, vous avez ce qu'on appelle la quantité de génome en fonction de l'incidence. Et donc, si pour peu que vous modifiez, que vous corrigez les données parce que je vous ai dit le débit, etc., vous arrivez à avoir une bonne relation entre les deux. Et on arrive en extrapolant à dire que notre limite de détection est de 6,8 pour 100 000 habitants. Donc à partir du moment où 7 personnes pour 100 000 sont infectées, on arriverait à détecter dans l'eau usée. En réalité, on va dire que c'est un peu optimiste. On est plutôt aux alentours de 10 ou 100 pour 100 000. Mais c'est relativement bien parce que vous voyez qu'à ces niveaux d'incidence, il faudrait tester quand même beaucoup de personnes pour aller détecter le virus. Autre chose de très intéressant. Alors j'ai fait exprès de mettre deux courbes ici, une courbe qui vous montre les résultats bruts, une autre qui les modélise. Alors un résultat intéressant, puisque là c'est toujours le nombre de copies de génome du virus en fonction du temps. Et là, c'était durant le premier confinement. Donc là, vous voyez bien les notions de variabilité que je vous disais tout à l'heure. Hein. Donc on mesure, puis de temps en temps, il y en a un qui monte un petit peu. Bon, voilà. Nous avons été confinés, la quantité de virus a diminué. Tout va bien. Par contre, ensuite, vous voyez ici une remontée dans l'eau usée. Si vous regardez l'incidence, la courbe d'incidence remonte plus tardivement. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant puisque ça veut dire que vous arrivez à déceler une montée
de l'épidémie avant même que vous soyez capable de la détecter dans la population. Et ça, on l'avait vu très tôt, dès la première... puisque ça, on l'a fait à Nancy, bien dire, les collègues l'ont fait dans différentes villes en France. On s'est aperçu de ça. Et ensuite, avec les modèles, maintenant, on arrive parfaitement à le démontrer que finalement, on a entre 0 et 10 jours d'anticipation par rapport à la remontée de la courbe d'incidence. Donc, je parle bien de la courbe d'incidence si vous étiez capable de mesurer cela dans la population. Donc, ça veut dire que vous testez la population. Si on compare ça aux hospitalisations, on est presque 2 semaines à 3 semaines avant. Et ça, c'est quand même relativement intéressant lorsque vous cherchez à prendre des mesures. Alors, on a étudié aussi certaines zones un peu plus confinées. Donc, nos collaborateurs de l'IRBA, donc Michael Bonny a fait des études sur le porte-avions Charles de Gaulle. Alors, sur ce porte-avions, évidemment, c'est une zone confinée. Et les eaux usées ont été analysées lors d'une des missions, enfin plusieurs missions. Donc j'ai l'autorisation de vous parler de cette mission en particulier. Donc le porte-avions est donc parti en mission avec l'ensemble des personnes vaccinées. Donc lorsque ces personnes sont arrivées sur le bateau, vous voyez que la concentration de virus a diminué. Qu'ensuite le virus a très peu circulé sur le bateau. Mais qu'à chaque escale, on a un pic qui revient et qui redescend assez vite. Ce qui montre bien cette bonne relation qu'on a sur ces zones confinées. On a travaillé aussi sur l'île Dieu, etc., sur différentes zones. Et à chaque fois, on a vu qu'il y avait cette relation qui était parfaite entre nos signaux. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a fait ces analyses sur les 200 stations, 2 fois par semaine, en modélisant les données. Et donc, ça nous a permis en temps réel, de donner les données d'épidémio au service sanitaire en direct. Et avec un petit décalage, on avait un site internet où on donnait pour la population l'évolution de l'épidémie. Et on pouvait donc avoir ce type de carte et regarder si le virus monte, descend, voilà, etc. Alors, on a ensuite transféré ça aux agences, mais il y a eu une période de transfert un peu longue, on va dire. Et donc, le ministère de la Santé nous a demandé de continuer à suivre, de continuer à surveiller tout le territoire pendant encore une année supplémentaire. Donc, ce qui est, pour un laboratoire de recherche, on va dire, assez chronophage. Donc, maintenant, et si vous cherchez les informations aujourd'hui, vous pouvez les obtenir puisque c'est Sumo, maintenant, qui surveille le territoire français et il surveille 57 stations. Et vous pouvez suivre l'épidémie en temps réel sur le site. Donc, quelques notions de coût. Si on compare tester de la population à l'analyse des eaux usées, globalement, vous êtes à un coût qui est au moins 1000 fois inférieur pour la même population. Donc ça veut dire que globalement, on a transféré et pendant cette période-là, on s'est quand même posé un certain nombre de questions de recherche et je vous parlais des variants. Alors, les variants, on est capable d'aller les chercher. Alors, d'aller les chercher dans l'eau usée, pour peu qu'ils aient des séquences différentes au même endroit. Alors, on peut les chercher. Et donc là, vous voyez que la courbe que je vous montrais tout à l'heure, ici, qui est représentée en gris, si vous allez rechercher sur des petites séquences spécifiques les variants, eh bien, vous vous apercevez ici que c'est le variant Delta qui est là et qui est remplacé par Omicron, ici, et qui à la fin est remplacé par Omicron BA2. Ça, c'est nos collègues de Haute-Paris qui ont fait cette courbe. Et alors, donc ça, c'est donc très intéressant puisque ça vous permet d'aller chercher des variants et de regarder quel virus est en train de monter, lequel est en train d'apparaître. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et l'OMS, donc,
définit un certain nombre de variants, ceux qui sont préoccupants, qu'on appelle les VOC, qui sont appelés par des lettres grecques. Donc vous avez l'alpha, bêta, gamma, delta, omicron, actuellement. Ensuite, vous avez des variants à suivre, des VOI, qui n'ont pas de lettres grecques, mais une lettre avec des chiffres derrière. Et puis, il y a des variants pour lesquels qui sont en cours d'étude et puis qu'il faut suivre, par exemple, dans les eaux usées pour voir s'ils montent ou ils descendent. Alors, donc ça, c'est intéressant. Encore faut-il, si je reviens juste en arrière, encore faut-il qu'on ait des différences exactement au même endroit pour tous les variants. Et ça, avec les variants qui se succèdent, c'était plus possible. Et donc, il a fallu non plus aller chercher des petites séquences, mais complètement séquencer les 30 000 bases des virus qui étaient présents. Alors ça se fait assez régulièrement dans les prélèvements cliniques. C'est comme ça qu'on voit les variants, etc. Dans l'eau usée, c'est pas si facile pour au moins deux raisons. C'est que déjà la matrice est beaucoup plus compliquée. Et par ailleurs, la quantité de virus est moindre. Même si je vous ai dit 10 puissance 6 par litre, c'est pas tant que ça. Dans les selles humaines, vous pouvez, ou dans un prélèvement au niveau des narines, vous avez 10 puissance 9 virus sans aucun problème. Donc il a fallu encore retravailler ces séquences-là. En fait, globalement, un séquençage réussi, comment ça s'évalue ? Vous avez 30 000 bases. Le premier paramètre, c'est le taux de couverture. Est-ce que vous êtes capable de voir ces 30 000 ? Quand il n'y a pas d'ici de bâtonnet, ça veut dire que vous ne voyez rien. Taux de couverture, ici, vous êtes incapable de dire quelle séquence est à cet endroit-là. Et le deuxième paramètre, c'est la profondeur, c'est-à-dire le nombre de fois que vous séquencez l'endroit. Donc plus c'est haut, plus vous avez de profondeur. Alors vous voyez que parfois on prend une eau usée après concentration, on analyse, on a très peu de profondeur, très peu de couverture. Si on dilue au dixième, vous voyez qu'on a une très bonne couverture et une profondeur acceptable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans l'eau usée, il y a plein de choses qui vous ennuient pour séquencer. Et donc il a fallu travailler quand même beaucoup pour avoir des outils capables de séquencer tout ce génome et sortir des séquences que je vais qualifier de propres pour qu'on puisse en tirer une conclusion. Alors on a pu mettre ça et vérifier cela, puisque en septembre 2023 se posait une question d'un nouveau variant qui émergeait, le B286 Pyrola, qui inquiétait parce qu'il y avait beaucoup de mutations dans la fameuse protéine spike là, qui était dans le vaccin. Et donc, il fallait le surveiller. Donc, c'est ce qu'on a fait. À l'époque, on n'a pas vu qu'il émergeait, donc on était rassurés. Malheureusement, quelques semaines après, il est monté assez rapidement. Donc, bon. Mais à cette époque-là, on avait réussi à démontrer qu'il n'était pas encore en train d'émerger. Donc, ça fonctionnait aussi. Alors, pendant cette période-là, il y a eu d'autres alertes. De quel type ? Vous en avez peut-être entendu parler, il y a eu un cas de poliomyélite à New York. Cas de poliomyélite à New York, pourquoi ? C'est justement ce fameux poliovirus dérivé des souches vaccinales sur une population qui n'est pas vaccinée avec le vaccin inactivé. Et donc les personnes, il y a eu un cas de paralysie donc à New York, et donc évidemment tout de suite, surveillance des eaux usées. Il a été retrouvé, bien sûr, aux États-Unis, à Londres, en Israël. Et maintenant qu'il est cherché, on le retrouve quasiment partout en Europe, dans les eaux usées. Donc, message, il est urgent de se vacciner. Alors, je veux quand même dire un mot à ce sujet. C'est qu'en France, on a une législation qui est spécifiquement française et qui empêche de chercher des séquences de virus dans les eaux usées pour certains micro-organismes.
les autres laboratoires européens ne sont pas soumis à la même législation. Donc nous n'avons pas le droit de chercher le poliovirus dans les eaux usées, même s'il s'agit de petites séquences. C'est interdit. Donc heureusement, Côte-Paris a cet agrément pour aller rechercher ces séquences dans les eaux usées. Donc on a fait ce qu'il fallait pour avoir au moins un laboratoire avec l'agrément. Autre alerte, vous en avez peut-être aussi entendu parler, le Mpox, la variole du singe. Ça s'appelait aussi le monkeypox avant. De la même manière, donc, on a eu une émergence en 2022, propagation dans 75 pays non endémiques. On sait que ce virus circulait notamment en Afrique, mais il est apparu dans un certain nombre de pays qu'on a qualifiés non endémiques. À nouveau, suivi des séquences dans les eaux usées, et donc les cas étaient surtout observés à Paris à cette époque. Et donc nos collègues parisiens ont donc surveillé les égouts de Paris et ont détecté des séquences de monkeypox dans les eaux usées. Et vous voyez ici les cas de monkeypox se superposent parfaitement à l'augmentation de la concentration dans les eaux usées, à nouveau. Alors, maintenant, donc là, je pense que je vous ai donné un certain nombre d'arguments pour vous convaincre que c'est quand même un outil assez intéressant. Et c'est pour ça que maintenant, plus d'une centaine de pays utilisent cet outil de manière tout à fait courante. D'ailleurs, il y a une épidémie de rougeole au Texas actuellement. À nouveau, évidemment, ils ont recherché le virus dans les eaux usées pour aller voir où se situaient les cas. Alors, une fois qu'on en est là, se pose un certain nombre de problèmes connexes. Vous détectez 1 million de copies de génome par litre d'eau usée d'un virus pandémique. Ça fait un peu peur quand même d'avoir 1 million de copies de génome par litre. Est-ce qu'il est infectieux? Est-ce qu'il y a un problème pour les travailleurs de l'assainissement? Est-ce qu'on est capable de l'éliminer dans la station de traitement des eaux usées? Est-ce qu'on est capable de l'éliminer dans la filière des boues? Donc ça a posé tout de suite un questionnement. Alors, pourquoi on se pose cette question? C'est parce que on sait depuis longtemps que... j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, on a fait un certain nombre d'analyses. Alors, autant dans l'eau usée, on est capable de concentrer relativement bien. Lorsque on passe là-bas le traitement, donc on élimine un certain nombre de virus. Et donc, dans l'eau après traitement, il y a beaucoup moins de virus, donc c'est plus difficile. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des dressènes à la sortie des stations d'épuration. Ces dressènes, c'est en fait des mollusques d'eau douce qui vont concentrer naturellement les virus. Notamment, évidemment, c'est pas leur objectif de concentrer les virus, ils filtrent de l'eau pour se nourrir, et donc, en même temps, ils vont concentrer les virus. Et on a réussi à trouver du génome de SARS-CoV-2 dans ces dressènes, à la sortie de la station d'épuration. Ce qui veut dire que le génome sort. Et ça, bon, on le retrouvait quand même dans des cas assez particuliers. Ici, on était dans le confinement. Vous voyez là, à très forte concentration de SARS-CoV-2, eh bien, vous les trouvez dans les dressènes. Bon, maintenant, quand vous êtes ici, vous les retrouvez plus. Quand vous montez ici, vous en avez toujours pas. Il faut vraiment être à très forte concentration pour commencer à en voir à la sortie. On a aussi analysé des huîtres par nos collègues d'Ily-Frémer qui n'ont jamais retrouvé du génome. Bon, bref. Mais ça a démontré que du génome est capable de sortir de la station d'épuration. Alors, ça doit rappeler des choses à M. Shortbroad qui est dans la salle, parce que nous, depuis longtemps, on sait que, en fait, détecter du génome, ça ne veut pas dire grand-chose en termes de santé publique, dans l'environnement en tout cas. Et parce que si on regarde comment se comporte un virus infectieux, vous avez ici une courbe là. D'ailleurs, c'était pour le poliovirus à l'époque. Vous avez une baisse du virus infectieux, et si vous suivez son génome, vous avez très longtemps des morceaux de génome qui persistent dans le milieu, c'est tout à fait normal. Alors ça, tout le monde le sait, mais quand on a l'historique, tout va bien. On dit, bon, ben voilà, ça fait 100 jours, là, il n'y a plus de virus infectieux. Sauf que, quand vous avez un traitement, vous ne savez pas si c'est du génome qui correspond à du virus infectieux, ou c'est du génome qui correspond à un morceau de virus qui reste dans le milieu. Et ça pose de réels problèmes. Alors, dans la littérature, il n'y avait pas vraiment de preuves qu'il y avait du virus infectieux, ni dans les selles, ni dans les eaux usées, mais ça ne veut peut-être rien dire. Et donc, qu'est-ce qui s'est produit? Ce qui devait se produire s'est produit.
les boues résiduaires, qui sont donc les déchets produits par les stations d'épuration, qu'est-ce qu'on en fait d'habitude? Soit on les incinère, soit on les épand en agriculture. Donc, eh bien, l'incinération ne pose pas problème en soi, puisqu'on incinère. Par contre, l'épandage en agriculture, peut-on prendre une boue avec du génome de SARS-CoV-2? Eh bien, dans le doute, non. Et donc, toutes les boues non hygiénisées ont été bloquées. Alors, je ne sais pas si vous imaginez bloquer l'épandage de boues résiduaires en termes de tonnage, de procédure. Donc, ça a créé de réels problèmes. Et donc, notamment pour les petites stations qui ont été obligées soit d'acheminer leurs boues pour aller les traiter, soit de les stocker. Et donc on a en urgence essayé de régler ce problème-là. Alors, c'était pas un problème facile parce qu'on n'était pas capable d'aller chercher du SARS-CoV-2 infectieux dans les boues. Hein. C'était pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a procédé de manière indirecte. En fait, le moment où le virus pouvait se transmettre, c'était durant l'épandage des boues. Cette interdiction a été mise en place le 20 avril, hein, comme je vous le disais. Donc, ce qu'il fallait, il fallait faire, c'est démontrer que les traitements sont capables de tuer le virus, en fait, quelque part. Alors, pour le SARS-CoV-2, le problème, c'est qu'on peut, sous forme infectieuse, il faut le manipuler dans un laboratoire de niveau 3. Donc, même si on a à disposition un laboratoire de niveau 3 à l'hôpital, CHRU, c'est pas possible d'aller faire des grandes études sur l'infectieux dans le laboratoire. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé de chercher un indicateur de terrain, quelque chose qui est déjà présent dans les boues, et de le mesurer. Donc, j'en reviens à mes bactériophages fécaux de tout à l'heure. Les bactériophages fécaux sont déjà présents dans les eaux usées, dans les boues. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré la concentration en bactériophages à l'entrée de différentes stations au niveau national, là encore. Et donc, ce qui était attendu, d'ailleurs, ce qui est assez notable, c'est que la concentration en bactériophages fécaux est assez stable dans les boues. Hein. C'est ce qu'on attendait, puisque tout le monde les excrète de manière normale. Et ce sont des virus. Pas pathogènes, mais ce sont des virus. Donc, on a ces différentes concentrations en phage, relativement stables. Et ensuite, on a regardé l'effet du traitement sur ces phages. Et donc là, vous avez un certain nombre de traitements. Hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, évidemment. Mais les boucholés, etc., ce sont différents types de traitements. Et là, vous avez l'abattement qui est obtenu par ces traitements sur les bactériophages. Et donc, quand vous regardez, un certain nombre de traitements sont quand même très efficaces pour tuer les bactériophages. Je parle bien des bactériophages infectieux, hein, on est d'accord. Et donc là, vous voyez que tous ces traitements ici, on sont largement au-dessus de 4 unités logarithmiques, voire 5. D'autres, bon, c'est un peu moins évident. Donc ça, c'était une mesure de terrain. Alors après, ce qu'on a fait, on est revenu dans notre P3, dans notre laboratoire de niveau de sécurité 3, et on a regardé si les bactériophages qu'on était en train d'utiliser étaient plus résistants ou moins résistants que le SARS-CoV-2 à quoi? Au pH et à la température. Pourquoi? Parce que dans ces traitements-là, c'est soit le pH qui inactive les virus, soit la température. Et donc, on a regardé l'effet de la température et du pH sur le SARS-CoV-2 infectieux par rapport à notre indicateur de terrain. Et le génome aussi. Mais bon. Donc là, vous avez le génome de SARS-CoV-2 en blanc. Il n'y a aucun impact de la température, hein, aucun abattement, peut-être un peu à 70 là. Aucun impact du pH, mais c'était attendu puisque le génome est très peu impacté, quoi qu'il arrive. Si je regarde les phages que j'ai utilisés, vous voyez qu'ils sont extrêmement résistants à la température aussi, et au pH aussi. Là, on est sur de l'infectieux. Si je regarde le SARS-CoV-2, par contre, dès 50 degrés, on perd complètement le SARS-CoV-2, y compris sur des pH supérieurs à 11, par exemple, on perd le SARS-CoV-2 très rapidement. Donc ça démontre qu'il est largement moins résistant que notre indicateur de terrain. Donc, si
vous démontrez que votre traitement est capable d'éliminer 4 unités logarithmiques de quelque chose de beaucoup plus résistant que votre virus, a fortiori, vous l'avez sur votre virus pandémique. Et donc, suite à ça, il y a eu une levée de l'interdiction de l'épandage des boues si, et seulement si, les traitements appliqués démontraient d'abattre 4 unités logarithmiques dans notre indicateur. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Je pense que les outils sont disponibles. On a à peu près tout ce qu'il faut pour aller chercher les virus de toute nature dans les eaux usées. Que la surveillance est possible en France, sur plus de 40% de la population, et qu'elle est en cours actuellement. Alors, la surveillance, on parle d'épidémiologie des eaux usées, mais sous ce terme-là, d'ailleurs je l'ai fait aussi, il y a tout, un peu tout et n'importe quoi. De l'épidémiologie des eaux usées, c'est réellement mesurer le virus dans l'eau usée et déduire quelque chose sur la population. Bon. On n'en est pas là parce qu'il faudrait dire que relier directement un nombre de cas, ce qu'on ne sait pas faire. On ne sait pas dire combien de cas il y a par rapport à une concentration qu'on mesure. On n'est pas capable de le faire. Ça veut dire, pas encore, mais ça veut dire qu'il faut se poser des questions. Si on se pose des questions, on peut répondre à un certain nombre de questions intéressantes. Le confinement est efficace. Vous avez tous vu que oui. Un variant émerge-t-il ? On peut le suivre et regarder. Quand l'épidémie va-t-elle démarrer ? On peut avoir, alors ça c'est un grand débat, parce qu'on peut avoir 0, 0, 0, 0, puis un coup on démarre. Et on peut même avoir un signal avant que réellement on peut le détecter dans la population. Les vaccins sont-ils efficaces ? Mais ça soulève un tas d'autres questions. Est-ce qu'il y a un risque infectieux ? Alors ça, c'est un vrai problème. Parce que là, c'était le SARS-CoV-2, c'est un virus qui est relativement fragile, finalement. On a assez vite résolu la question. Imaginons que demain émerge un virus qui soit très résistant. Et que là, on va avoir un certain nombre de problèmes à résoudre sur comment est-ce qu'on évalue vraiment l'efficacité des traitements. Et il y a des points éthiques aussi. Il y a un tas de points éthiques. Mesurer une eau usée, à partir de quand faut-il s'arrêter ? C'est-à-dire qu'on peut descendre, vous l'avez vu, je peux descendre le nombre d'individus. C'est-à-dire je prends une ville de 300 000 habitants, et ça, il n'y a aucun problème. Par contre, je vais dans les égouts. À partir du moment où, si je vais dans les égouts, ça draine un peu moins de personnes. Je peux aussi aller à la sortie d'un immeuble. Je peux réduire le nombre de personnes. À partir de quand faut-il une autorisation ? Tout ça, c'est des questions qui ne sont pas résolues. Et surtout, on a travaillé sur le SARS-CoV-2. On a été mobilisé pour le poliovirus dérivé des vaccins, le Mpox. Vous avez entendu qu'il y avait circulation actuellement d'un certain nombre de cas de H5N1, virus influenza, l'hépatite E. Et vous savez que l'OMS nous demande de nous préparer contre le virus X. Donc, c'est justement ce qu'on a mis dans notre projet qui a démarré il y a quelques mois maintenant. Plateforme Une Seule Santé, donc c'est Aubépine Plus. Quelle est l'idée de la plateforme ? C'est de mobiliser des équipes de recherche autour de questionnements centraux liés à la mesure des virus dans les eaux usées, de générer des banques d'échantillons, ce qu'on appelle les aquabanques. Ce qui aurait été, par exemple, intéressant, c'est que lorsque le SARS-CoV-2 a émergé, c'est d'avoir eu accès à des échantillons d'eau usée d'avant, ce qu'on n'avait pas. Donc ça, on va tenter de le faire. On va mobiliser des laboratoires de niveau 3 qui pourraient être mobilisés en cas de pandémie. De développer des protocoles, mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail, des modèles, etc. D'héberger de nouveaux projets de recherche, collaborer évidemment public-privé, de collaborer avec évidemment les réseaux de surveillance qui ont été mis en place, SUMO, je vous en ai parlé, et évidemment d'aller échanger avec les autres pays.
Alors voilà ce que ça donne un petit peu. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. C'est un peu comment c'est organisé. On a un comité de direction, on échange avec les autorités. Du côté gauche, on a un peu tout ce qui est infrastructure. Ici, vous voyez un laboratoire spécifiquement qui va être développé pour s'occuper de la surveillance de certains virus, l'aquabank, des sites ateliers, je vais y revenir, quels sont les pathogènes qu'il faut suivre, et de l'autre côté, vous avez tous les outils qui nous manquent, stratégie d'échantillonnage, des outils analytiques, le risque infectieux qui est associé, la modélisation, et on n'a pas oublié aussi la formation, puisqu'on est des universitaires, et donc là-dessus, on a prévu un module de formation sur l'épidémiologie des eaux usées. Pour juste vous montrer un petit peu donc le réseau Aubépine s'est largement développé, maintenant c'est Aubépine+. Il y a beaucoup plus de partenaires qui vont participer à ce projet, dont les membres fondateurs du réseau Aubépine. Et je voulais juste revenir sur les sites ateliers. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, parce qu'on va mettre en place des sites ateliers qui ont des signatures spécifiques. Par exemple, abattoir de porc. Donc là, on va mesurer des virus potentiellement zoonotiques. On a des abattoirs ou des lisiers d'élevage de canards, propagation du H5N1. On a évidemment un tas de stations d'épuration qui étaient déjà présentes, et on a des universités, des hôpitaux. Donc on a différents sites ateliers pour se poser des questions à chaque fois et développer notre savoir-faire sur cette thématique. Alors je ne voudrais pas vous quitter avant d'avoir présenté mes collègues, donc parce que j'ai présenté pas seulement mon travail, mais le travail de tous les collègues. Laurent Moulin, Sébastien Burser, Yvon Madé, notre mathématicien, Vincent Maréchal, Jean-Marie Mouchel, Sodic Le Guyader, Michael Bonny, qui est à l'IRBA, Isabelle Bertrand du laboratoire, et aussi les autres membres du GIS Aubépine qui nous ont rejoints un petit peu plus tard. Donc c'est pas des membres fondateurs, mais il faut absolument les citer parce qu'ils ont fait du travail. Actalia à l'Université de Strasbourg et l'Institut Pasteur de Guyane, et bien sûr tous les participants à Aubépine+, et aussi et surtout évidemment les financeurs. Et donc ce projet-là est bien dans le cadre de France 2030. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Christophe. Là, vous nous avez fait un très large panorama de la problématique de ce suivi des virus, non seulement du SARS-CoV-2, mais également d'autres potentiels dans l'environnement. Et il y a un point dont on ne parle plus, là, on a parlé des eaux usées, on en restera là, mais dans l'air et pendant la période Covid, on nous disait qu'il fallait faire des filtrations d'air, il fallait surveiller la qualité de l'air dans les bâtiments, en particulier dans les écoles, mais ça c'est un point qu'on a, à mon avis, un peu oublié. Revenons aux eaux usées, et je pense que cet exposé a ouvert appelle beaucoup de questions. Alors je vous laisse déjà la parole. Ouais. Merci encore pour ce remarquable exposé. Mais dans le monde de l'infection, en infectiologie, il existe des banques de sérum, des sérothèques, qui permettent de faire des études rétrospectives très longtemps après. Est-ce que vos échantillons, vous les conservez, ou est-ce que le virus ne se conserve pas? Oui, alors d'ailleurs, on va prendre modèle sur ce type sur les sérothèques que vous mentionnez justement. Alors, c'est pas trivial pour nous comme question. Donc oui, le virus se conserve sous forme infectieuse, c'est un autre problème. Avec l'enveloppe, est-ce qu'on peut le congeler ou pas? On ne sait pas trop. Mais pour le génome, il y a pas de souci. Enfin, il n'y a pas de souci, on peut le conserver. La question qui se pose à nous, c'est comment le conserver. Donc vous avez vu, on peut conserver de l'eau. On peut conserver de l'eau, 100 millilitres d'eau. Mais faire une aquathèque avec 100 millilitres d'eau, vous voyez le nombre de congélateurs qu'il va nous falloir. Alors si on ne congèle pas l'eau, il va falloir congeler autre chose. Le concentrat
c'est-à-dire ce qu'on a concentré par des techniques. Par quelle technique d'ailleurs? On ne sait pas. Ensuite, on peut extraire l'ARN. Donc ça, c'est ce qui nous va le mieux. Ça sera fait, c'est sûr. L'ARN, parce que l'ARN, le génome, on va le conserver dans 200 microlitres. Donc 200 microlitres, on va pouvoir faire la concentration, conserver les 200 microlitres. Mais l'aquatech pose un vrai problème qui est, vous ne savez pas ce que vous voulez chercher. Parce que par définition, à l'instant T, vous allez faire votre aquatech. Mais si demain, il y a un virus qui émerge, qui par hasard ne supportait pas, je dis n'importe quoi, l'ultracentrifugation, et que vous avez choisi ça, vous l'avez perdu. Donc, le plus sûr, c'est de l'eau. Ça coûte très cher, parce qu'il faut beaucoup de place. Le plus facile, c'est l'ARN. Et vous avez tous les intermédiaires. Ça fait partie d'un work package de discussions assez sérieuses actuellement de quoi conserver. Question, oui, Jean-Dominique. Merci beaucoup. Votre démonstration était passionnante. Donc là, c'était autour du SARS-CoV-2, du bactériophage, mais ce qui est très très courant, c'est les gastroentérites et les entérovirus. Est-ce que vous avez fait des études similaires? Est-ce que c'est possible? Et est-ce que également on peut vérifier que il n'y a plus d'entérovirus dans les eaux usées qui sont filtrées et traitées? Oui, bien sûr. Alors ça fait partie des choses qu'on fait depuis très très longtemps. Hein. Les virus de gastro-entérite, on sait les détecter et donc la question est-ce qu'ils passent la barrière de traitement? La réponse est oui. La barrière d'assainissement en tout cas. Un traitement biologique, ça élimine 90%, 99% de ce type de virus. Ça en laisse très largement un grand nombre pour sortir. C'est pour ça que de plus en plus on met des traitements de désinfection après. Des traitements biologiques classiques, notamment lorsqu'il y a des zones de cochiliculture à proximité. Mais ça suffit pas toujours. Parce que là, le réchauffement climatique, qui est à nos portes, prend tout son sens. Parce que qu'est-ce qu'il provoque? Il provoque des précipitations, enfin des précipitations énormes, puis des sécheresses. Et lorsqu'il pleut beaucoup, en fait, il faut savoir que la station d'épuration n'est plus capable d'assumer tout l'apport d'eau qui arrive. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Pour éviter elles lâchent des eaux usées non traitées. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et quand il y a ce type de relargage, on libère tout, en fait. Et bon, on est en train d'y travailler, comment faire, etc. Mais donc, il y a des virus qui sont libérés en très grande quantité. Et sur l'épidémiologie des eaux usées, sur les virus de gastro-entérite, c'est clair qu'on a nos pics sans aucun problème chaque hiver, sauf 2020, évidemment, où tout le monde était confiné et puis se passait les mains aux solutions hydroalcooliques. Il n'y a pas eu de pic de gastro-entérite, mais c'est la seule année où il n'y en a pas eu. Autre question? Autre question? Non? Oui, Armand. Merci pour votre superbe exposé, c'était très clair, passionnant. J'ai une réflexion concernant les boues résiduaires, parce que j'ai travaillé pendant longtemps sur la valorisation agronomique de ces boues, focalisant essentiellement sur les métallaux. Or là, je crois que le problème, il est beaucoup plus grave. Non, mais enfin, d'un autre domaine. Est-ce que vous avez comparé des boues de ville et des boues de stations d'épuration rurale? Non, on n'est pas arrivé à cette granulométrie-là. Dans les 10 traitements que vous avez vus, en fait, on a travaillé avec les industriels de l'assainissement, on a pris les traitements les plus classiques. Mais en fait, il y a quand même des traitements qui sont adaptés à des petites stations, ce qu'on a fait. Oui, mais parce que c'est celle-là qui pose problème. Oui, je sais bien. Parce qu'il faut éliminer les boues, alors on déverse sur les parcelles cultivées. Alors la législation, en fait, oui. Comment dire, on avait en fait prévenu à l'époque de la mise en place de la législation des boues résiduaires d'intégrer la mesure de bactériophage au traitement des boues résiduaires, ce qui n'a pas été retenu. Pourquoi? Ils ont mis simplement une mesure d'entérovirus à la sortie du traitement qui n'apporte rien. Et on avait dit, mais mesurer donc les bactériophages, c'est simple.
et ça vous apporte de l'information. Ça a été refusé. Il a fallu le mettre en place en urgence. Et ça a été accepté dans l'urgence, sous la pression. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est lorsque vous mettez en place un traitement, avoir une idée de l'abattement en virus que vous pouvez obtenir sur quelque chose que vous pouvez mesurer facilement. Et ensuite, quel que soit le virus qui va apparaître, eh ben, il suffit de regarder quelle est la résistance du nouveau virus par rapport à votre indicateur, et puis vous avez la réponse. Mais il faut avoir la réponse sur site. Parce que comme vous dites, il y a plein de petites stations, il y a plein de traitements, et le diable se cache dans les détails. C'est un traitement sur le papier thermique, bah, dans la ville A, B, C, D, c'est un traitement thermique totalement différent. Et donc d'avoir une information sur place, vous mettez en place votre traitement, vous avez un abattement dans l'indicateur, bah, ça vous donne une info. Alors j'espère que ça a été entendu. Merci. Juste une... Parce qu'on est passé à autre chose. Pour l'Assemblée. Est-ce que les gens savent combien de tonnes de boue on produit dans une ville? Même moi, je sais pas. Qu'il faut éliminer par jour. Hein? Non, mais je pose la question pour que vous la posiez. Ça fait des centaines de tonnes par jour. Combien il a dit? Qu'il faut éliminer. Voilà. Ouais. Oui, Jean-Pierre. Bactériophage. Une dernière page. Oui, je m'étais intéressé aux stations d'épuration comme ça, et j'avais été surpris du manque de prévention pour les employés de ces stations-là. Ils n'avaient pratiquement pas de vaccination et autres. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas les prendre comme indicateurs, par exemple? Je sais pas, je provoque là. Bah, ils avaient été vaccinés déjà, hein, et de toute façon, ils prennent des précautions tous les jours hein, par rapport à tous les virus qui sont capables de circuler. Hein. Donc, et après, bon voilà, oui, c'est un moyen de faire une sérologie a posteriori, de regarder et de démontrer alors que, bah oui, ils sont plus en contact que... Parce que, en fait, quand on a dû faire la liste des virus qui vont nous intéresser, parce qu'on travaille sur le virus X, alors c'est plus vite dit que fait. Qu'est-ce que c'est que le virus X? Donc, il faut qu'on essaie d'essayer d'aiguiller hein, nos réflexions. Quels virus sont transmis par les eaux usées? Alors, on peut tout imaginer, enfin, déjà par inhalation, par les gouttelettes. Bon, les virus sexuellement transmissibles, on les a un peu mis de côté. Bon, voilà, mais on est en train de travailler sur des concepts qui sont pas innés, en fait. On est parti de... Le paradigme, c'était de dire les virus enveloppés, de toute façon, c'est pas résistant, c'est dans l'eau usée et on s'en fiche, on n'étudie même pas. Là, pour le coup, c'est plus aussi clair que ça. Et quand on regarde dans le détail, certains virus de grippe ont quand même des résistances qui sont compatibles. Je dis pas qu'ils sont plus résistants que les virus nus, mais ils sont compatibles avec une persistance de quelques jours dans les eaux usées. Alors, quelques jours. Voilà, s'il s'agit d'un virus réellement pandémique, bon. Peut-être une dernière question, Jean-Claude Daniam. Vous avez beaucoup parlé de la coopération au niveau français. Excusez-moi. Vous avez beaucoup parlé de la coopération au niveau français. Bien évidemment, les problèmes se posent de la même manière au niveau européen. Et comment ça se situe au niveau européen? On a eu récemment une conférence par un luxembourgeois sur un sujet voisin. Donc, voilà. Alors, je vais répondre à plusieurs niveaux. Il y a une surveillance européenne qui est faite actuellement. Hein. D'ailleurs, c'est dans la nouvelle directive européenne. La surveillance des eaux usées et de la nouvelle directive européenne. Donc, il y a une surveillance européenne qui est faite. Et donc, ça incombe justement à SUMO et à Santé publique France d'alimenter au niveau européen ce type de réseau. Ce qui ne nous empêche pas d'avoir des interactions avec les autres laboratoires européens sur des sujets spécifiques, et notamment avec le LIST. Hein, on collabore avec eux depuis de longue date. Hein, donc, sans aucun problème. Mais c'est devenu vraiment quelque chose... Alors, je parlais de ce problème d'éthique. Par exemple, à Singapour, vous avez des petites armoires devant les immeubles avec des récupérations des eaux usées. Donc, on récupère les eaux usées, on fait des mesures et ensuite on en déduit des choses.
Donc est-ce qu'on pourrait le faire en France? Je ne sais pas, je pose la question. Mais bon, voilà, c'est une question. Et il faut savoir aussi que depuis de nombreuses années, on mesure les drogues dans les eaux usées. Depuis 2010, il y a une surveillance des drogues dans les eaux usées. Et donc ça, c'est des choses qui sont faites classiquement. Et se pose aussi le problème de stigmatisation. On y a été confronté parce que lorsque le virus est descendu dans les eaux usées et qu'on a mesuré, c'était la période de juillet, je vous rappelle, juillet-août, et qu'on a dit attention, ça remonte, je ne vais pas citer de nom, dans certaines villes côtières où les touristes se rendaient. Nous avons été transitoirement interdits de prélever. Tout simplement parce que le tourisme, vous n'allez pas publier, vous n'allez pas dire, tiens, dans telle ville, il y a tel virus qui commence à émerger. Ça a des conséquences terribles. Je comprends, c'est pas une critique. Donc, il y a des problèmes derrière. Donc, il a fallu une intervention pour dire, non, on est en pandémie, il faut ouvrir. Mais ça pose des problèmes. Donc, c'est pareil pour les drogues, c'est encore pire. Donc, si vous dites pas... Voilà. Bien vu, Jean-Pierre Alux. Ce sera la dernière question. Voilà, une question, Oui, question rapide. oui. Les analyses du génome de l'ARN viral, où vous les faites faire? On les fait au labo, ça Chez vous? Oui, bien sûr. Carrément. Oui. Alors, le séquençage, oui, on a des analyses. En fait, c'est assez courant de le faire, parce que dans les échantillons cliniques, ils savent faire. C'est des étapes qui sont parfaitement codifiées. La détection par PCR, le séquençage, tout ça, c'est très bien établi pour les échantillons cliniques. Maintenant, quand vous passez dans l'environnement, beaucoup s'y sont cassés les dents parce que souvent on se dit oui, de toute façon, je sais faire dans le clinique, je saurais faire dans l'eau usée. Alors que c'est totalement différent pour les raisons que j'évoquais. J'évoque parce que la matrice est très variable, il y a très peu de virus, et donc c'est quelque chose de très, très, très spécifique. Donc l'outil final, on l'a, c'est ce que j'allais dire, mais l'étape juste avant, La préparation. est beaucoup plus complexe et est très spécifique. D'accord, merci. Alors, ultime question. Une petite question naïve pour quelqu'un qui n'y connaît rien. Est-ce qu'un individu vacciné, quand le virus arrive, est-ce qu'un individu vacciné produit autant de virus qu'un non vacciné? Alors, je n'ai pas les données. Alors, je vais vous faire une réponse indirecte. Sur le porte-avions là, que je vous ai montré, là, tout le monde était vacciné. Donc, j'allais dire que il y a circulation du virus. Vous avez vu que chaque fois qu'il y avait une escale, il y avait une remontée du virus, malgré la vaccination. Mais la remontée était faible et la circulation s'arrêtait très vite, en fait. C'est pas des vagues. Donc, effectivement, ça n'empêche pas l'excrétion, mais la transmission est extrêmement limitée. Donc, on pense que c'est beaucoup plus... l'excrétion est plus faible et en tout cas que la transmission est plus faible aussi. Voilà. Sachant qu'il faut savoir que paradoxalement, étudier les selles, c'est quelque chose de très compliqué. Quand on se pose des questions, combien d'excrétions virales il y a dans les selles, est-ce qu'il y a du bactériophage dans les selles, etc., c'est assez compliqué, parce que il est plus facile de faire une prise de sang que de faire un prélèvement de selles. Donc bon, voilà. Donc on avance petit pas à petit pas. Merci beaucoup, Christophe. Et puis, vous pourrez continuer donc à poser des questions autour d'un verre.